Raconte-moi un arrêt, une émission de Tania Rachaud, produite par Amicus Radio. Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à l'arrêt Madame Duvinière rendu par le Conseil d'État en formation de section le 18 décembre 2002. Pour explorer cette décision, je suis ravie d'accueillir Pascale Fomber, actuellement présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, et donc à l'époque de la décision commissaire du gouvernement au Conseil d'État. Pascale Fomber avait présenté ses conclusions sur la décision Duvinière. Bonjour. Bonjour. Sur le fond, l'arrêt Duvinière porte sur la façon de calculer le droit à une aide juridictionnelle, c'est-à-dire que les ressources d'une personne sont prises en compte pour déterminer si elle peut ou non bénéficier de cette aide. Dans un décret de 1991, qui a été adopté pour appliquer la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et juridictionnelle, il était précisé que certaines prestations, dont l'allocation de logement familial, sont exclues des ressources à prendre en compte. En revanche, l'aide personnalisée au logement était-elle incluse et venait donc augmenter les ressources disponibles. Et Madame Duvinière bénéficiait de cette seconde aide, et même si l'arrêt ne le précise pas exactement, on peut imaginer que cela l'empêchait donc d'accéder à l'aide juridictionnelle. Le Conseil d'État va logiquement constater qu'il s'agit d'une rupture dans l'égalité de traitement, puisque les deux prestations ont le même objet, et qu'il n'est en plus pas possible de les cumuler. Donnant donc raison, sur le fond, à Madame Duvinière, qui obtient l'annulation du décret, mais aussi d'une circulaire de 1997 relative à la procédure d'aide juridictionnelle. Et on arrive à ce qui est réellement intéressant dans cette décision, c'est-à-dire la possibilité ou non d'introduire un recours contre une circulaire. Rappelons déjà que les circulaires, ce sont des actes de portée générale adressés par les chefs de service, souvent les ministres, à leurs agents pour leur indiquer la manière d'interpréter et d'appliquer les dispositions des lois et des règlements. Depuis 1954 et la décision Notre-Dame du Cresquer, une distinction était faite entre les circulaires dites interprétatives, insusceptibles de recours parce que donc ne contenant aucune règle nouvelle, des circulaires à caractère réglementaire qui sont, elles, susceptibles de faire grief et donc d'être attaquées devant le juge de l'excès de pouvoir. Cette distinction va évoluer pour ne retenir ensuite que le caractère impératif qui a pour objet de déterminer si le recours est recevable. Une solution logique, mais déjà peut-être pas si évidente dans la décision Duvinière, puisque celle-ci demandait d'abord l'annulation d'une lettre du garde des Sceaux, lui refusant l'aide juridictionnelle, et l'annulation du décret de 1991. La circulaire de 97, déjà dans la décision, semble un peu plus accessoire. Le Conseil d'État conclut d'ailleurs que la circulaire contestée se borne à tirer les conséquences du décret de 1991, mais le caractère impératif existait, quand bien même la circulaire n'ajoute rien par rapport au décret. Pascale Fomber, vous êtes donc avec nous aujourd'hui pour nous éclairer justement sur cette évolution, voir ce revirement de jurisprudence. Est-ce qu'on peut même dire d'ailleurs que c'est un revirement de jurisprudence ? Alors, à l'époque, ça n'était pas exactement un revirement de jurisprudence, mais il y a eu une évolution. C'est vrai que le principe traditionnel pour saisir le juge, c'est qu'il y ait une décision. Et donc, on saisit le juge de l'excès de pouvoir d'un recours contre une décision, c'est-à-dire un acte qui change l'état du droit. Mais la jurisprudence du juge administratif est aussi empreinte de réalisme. Et progressivement, la jurisprudence a pris en considération l'importance de l'acte et ses conséquences concrètes. Et donc, en 1954, quand l'arrêt Notre-Dame du Cresquer est rendu, on recherche si une circulaire comporte des règles nouvelles, crée des règles. Et le terme de circulaire est un pavillon sous lequel il peut y avoir beaucoup de marchandises très différentes. Et donc, on va regarder paragraphe par paragraphe, voire phrase par phrase, si c'est une règle nouvelle et donc là, on peut attaquer devant le juge, ou si c'est un commentaire et ça n'est pas recevable. Et puis, à partir de 1987, la jurisprudence évolue un peu et on considère que si la circulaire ajoute quelque chose à l'état du droit, elle revêt un caractère réglementaire et donc on peut faire un recours, on peut la saisir au contentieux.
À partir de 1993, une première décision va encore un peu plus loin. Elle recherche si la circulaire donne la bonne interprétation du droit, compte tenu de la hiérarchie des normes. Et donc, une première décision de 93 dit que si la circulaire contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, elle a un caractère réglementaire. Ça veut dire que peut-être qu'elle peut recopier le texte immédiatement supérieur, mais si ce texte, qui est par exemple un décret, lui-même est contraire à la loi, l'interprétation donnée par la circulaire, en réalité, n'est pas la bonne façon d'appliquer l'ensemble du droit qui existe, et donc on lui reconnaît un caractère réglementaire et on peut l'attaquer. Et il sera donc nécessaire d'annuler la circulaire et le décret pour qu'on puisse avoir une vision nette du droit en place. C'est ça l'idée. Alors, en fonction de la requête dont le juge est saisi, parce que le juge ne peut pas s'auto-saisir, il fait en fonction des conclusions de la requête des personnes qui viennent vers lui. Mais cette première décision de 93 avait été diversement suivie et acceptée par les différentes formations de jugement, parce que il y a une première formation de jugement qui rend une décision. Et si ce n'est pas une formation très solennelle, d'autres peuvent considérer que c'était dans un cas particulier. Et, voilà. Et donc, d'autres décisions continuaient de dire que si une circulaire recopie un texte, peu importe que ce texte soit légal ou pas, en fait, elle ne modifie pas l'ordonnancement juridique et donc elle n'a pas de caractère réglementaire, elle ne peut pas être attaquée. Et en 2002, il y a eu une affaire, l'affaire Villemain, qui est passée en assemblée, donc dans la formation du Conseil d'État la plus solennelle, qui avait été renvoyée en assemblée sur une question de conséquence de la loi sur le Pacs. Et à cette occasion, l'Assemblée du contentieux avait choisi la jurisprudence la plus exigeante qui permet de juger recevable à recours, quand bien même la circulaire recopie le texte immédiatement supérieur. Mais ce point-là n'avait pas fait l'objet du renvoi en assemblée, parce que traditionnellement, quand on passe une affaire dans une formation très solennelle, on dit à l'avance, c'est pour trancher telle question. Voilà, donc c'était un petit peu de façon subreptice. Et du coup, quelques mois plus tard, le président de la section du contentieux, les présidents de sous-section ont considéré qu'il fallait vraiment clarifier les choses, unifier la jurisprudence, et l'affaire Duvinière a été l'occasion. D'accord. Donc, c'était quelque chose qui était dans les couloirs du Conseil d'État, en discussion régulièrement, de dire il faut là adopter une position claire pour qu'on puisse progresser. En fait, c'était exactement. Il faut clarifier les choses, il faut qu'on soit tous d'accord et qu'on ait tous la même approche vis-à-vis des circulaires. La jurisprudence se conduit progressivement. Donc, au début, il y a un essai, un coup d'essai en quelque sorte, et puis après, il faut clarifier les choses dans une formation solennelle pour que ce soit vraiment la jurisprudence de la juridiction administrative. Et ça a été le cas pour cette question de la circulaire. Et qu'est-ce qui posait des difficultés dans l'idée de se dire c'est une circulaire interprétative ou réglementaire? Ça n'était pas, c'était le côté clair qui posait des difficultés, ou finalement ça ne fonctionnait pas? Alors, il y avait deux tendances. Il y avait une tendance un peu traditionnelle à dire, mais si on ne modifie pas l'ordonnancement du droit parce qu'on recopie ce qui existe déjà, on ne peut pas faire de recours. Et puis une autre tendance plus ambitieuse qui consiste à dire, quand un ministre ou un directeur donne des instructions à ses services, l'administration doit appliquer l'état du droit de façon correcte. Et donc, si une loi est contraire à un texte international, on avait déjà dit que la loi devait être écartée. Ou si un décret est illégal par rapport à une loi, on avait déjà dit que l'administration, normalement, doit s'abstenir d'appliquer ce décret. Et donc, c'était plus cohérent d'aller jusqu'au bout et de dire on ne peut pas donner instruction d'appliquer un décret illégal. Et il faut pouvoir s'en saisir au contentieux. Là où il y a eu quelque chose dans l'arrêt Duvinière, c'est que à un moment, et là, c'est pas le commissaire du gouvernement que j'étais qui a eu l'idée, pour tout vous dire, c'est le président de la sous-section, qui était Jacques Arrigui de Casanova, qui s'est dit, mais en fait, c'est extrêmement compliqué parce qu'on commence par regarder si la circulaire décrit légalement l'ensemble de l'état du droit pour savoir si le recours est recevable. Donc on regarde d'abord le fond, pour savoir si ensuite on peut faire un recours. Et donc, il a proposé, on a discuté, on a proposé cette idée à la section de changer l'ordre de raisonnement et de dire, on va regarder de façon assez neutre quelle est la portée de la circulaire. Et si elle dit de façon impérative au service, vous devez faire comme ça, on admet
la recevabilité du recours. Et ensuite, on regarde le fond. Oui, c'est ça, il faut insister là-dessus. C'est donc aujourd'hui le critère pour déterminer la recevabilité, c'est donc le caractère impératif ou non de la circulaire, mais son approche interprétative ou réglementaire ne disparaît pas, puisque c'est dans la seconde étape, une fois que la circulaire impérative, donc elle est recevable, qu'on va voir si la circulaire impérative est interprétative ou réglementaire. Sur le fond, les moyens qu'on peut soulever ne seront pas les mêmes. Alors effectivement, une fois qu'on a franchi cette première étape de la recevabilité, on regarde si la circulaire est légale ou pas. Et donc, elle peut poser des règles nouvelles. Dans ces cas-là, on regarde si l'auteur de la circulaire avait la compétence pour poser des règles nouvelles. Ça existe en matière d'organisation des services. Un ministre, en vertu de la jurisprudence Jamar, peut poser des règles nouvelles dans un certain cadre limité. Elle peut être simplement interprétative, et dans ce cas-là, on va regarder si elle donne la correcte interprétation de l'ensemble de l'état du droit en tenant compte de la hiérarchie des normes. Et dans le cas de l'affaire Duvinière, la circulaire répétait le décret, mais le décret était illégal puisque contraire au principe d'égalité. Donc là, la section a annulé le refus d'abroger le décret et annulé également le refus d'abroger la circulaire. Et dans la suite, le Conseil d'État a bien évidemment confirmé cette position, notamment dans une décision de 2009, Assemblée permanente des chambres de métiers, dans lequel le Conseil d'État affirme qu'une circulaire contenant des dispositions impératives peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même si elle se limite à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant, en reprenant les termes exacts, donc j'ai cité, et c'est effectivement l'apport de Duvinière, et par la suite aussi dans la décision Gisti de 2020. Alors effectivement, après l'affaire Duvinière, l'ensemble des formations de jugement ont adopté cette jurisprudence. Il y a une petite hésitation en matière fiscale, parce que les circulaires ont une portée particulière en matière fiscale, mais voilà, ça a suivi. Et il y a eu une étape supplémentaire importante, franchie en juin 2020, avec une nouvelle décision de section, Gisti, comme vous l'indiquez. Et là, on regarde si le document attaqué a des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents qui sont chargés de mettre en œuvre. Et donc, ça inclut les circulaires impératives, c'est rappelé dans la décision Gisti, mais ça permet de saisir d'autres documents, par exemple une foire aux questions sur le site internet d'un ministère. C'est vrai que maintenant, en réalité, il y a beaucoup d'indications qui sont données par d'autres canaux moins traditionnels. Et donc, c'est la poursuite du mouvement dans une jurisprudence réaliste qui essaye de saisir le plus en amont possible les causes d'illégalité pour éviter que ce soit reproduit ensuite dans toutes les décisions individuelles ou que ça conduise les personnes faussement informées à croire devoir faire quelque chose qu'en réalité elles ne sont pas du tout obligées de faire. Donc c'est comme ça qu'on a pu saisir une foire aux questions mise en ligne sur un site internet d'un ministère, ou également pendant la crise sanitaire, les modèles d'attestation dérogatoire pour sortir. Voilà, c'est ce type de documents qui maintenant peuvent aussi être attaqués devant le juge administratif. C'est ça, parce que vous l'avez dit, mais on le répète, l'idée de circulaire, ce n'est pas que au sens strict sur un document où il est écrit circulaire, mais ça peut effectivement couvrir différentes situations, dont même une foire aux questions. Et donc finalement, tout ça va quand même dans le sens d'une activité contentieuse plus intense, j'imagine, que ça a ouvert un peu plus la possibilité de saisir le juge. Alors ça conduit effectivement à des recours supplémentaires. Par exemple, en matière fiscale, il y a quelquefois des recours qui sont faits contre une circulaire ou une note qui interprète la loi qui vient juste d'être votée, exclusivement pour pouvoir faire une question prioritaire de constitutionnalité à cette occasion sur la loi qui est interprétée. Et du coup, ça donne très très rapidement une position du Conseil constitutionnel. Et ça a un gros avantage parce que c'est vrai que ça peut donner l'impression au départ de donner un peu plus de contentieux, mais en réalité, ça permet d'avoir très vite la bonne interprétation et de purger en quelque sorte les textes de vices éventuels. Et donc, ça évite ensuite des contentieux en aval. Donc, c'est plutôt vertueux. D'accord, je comprends. Finalement, mieux clarifier permet aux avocats, aux juges, à tous les acteurs du procès d'avoir une meilleure connaissance du positionnement et donc effectivement d'éviter finalement de proposer des recours qui seraient irrecevables. Très bien. Et alors vous étiez justement donc
commissaire du gouvernement pour la décision du Vinière. Aujourd'hui, on dit rapporteur public. Quel est votre rôle exactement quand vous êtes commissaire du gouvernement ? Alors, le terme est effectivement un peu trompeur parce que c'est un héritage de l'histoire, mais en réalité, le commissaire du gouvernement, comme le rapporteur public aujourd'hui, est totalement indépendant. En fait, il n'y a pas de hiérarchie. Le rattachement du commissaire du gouvernement comme du rapporteur public, c'est le président de la juridiction et en pratique le président de chambre. Et donc, c'est un travail vraiment comme c'est quelqu'un qui a été rapporteur, qui va l'être ensuite, ou qui va peut-être président d'une formation de jugement un tout petit peu plus tard. Et c'est vraiment quelqu'un qui est chargé d'exposer publiquement, de façon totalement indépendante, son opinion sur les questions que l'affaire présente et sur les solutions que, à son avis, elles appellent. C'est ce qui a été écrit dans le Code de justice administrative en 2000, quand il y a eu la recodification en matière de contentieux administratif. Et dans son quotidien, le rapporteur public, alors le terme a été modifié entre 2005 et 2009. Il y a eu plusieurs réformes qui ont réajusté un petit peu la fonction pour qu'il n'y ait pas de confusion. Incité par la Cour européenne des droits de l'homme à l'époque. Incité par la Cour européenne des droits de l'homme et pour clarifier les choses, pour éviter qu'il y ait une incompréhension de la part des justiciables. Donc entre 2005 et 2009, il y a eu le changement de nom, de terminologie pour éviter la confusion. Il y a le fait que le rapporteur public donne le sens de ses conclusions 2 jours à l'avance. Comme ça permet aux avocats, aux requérants de se préparer pour l'audience. Ils savent si c'est plutôt annulation, rejet, etc. Il y a eu la possibilité pour les avocats de s'exprimer après les conclusions, donc de réagir. Et d'ailleurs, maintenant, la prise de parole des avocats est seulement après les conclusions. Et puis, il y a eu la possibilité de déposer une note en délibéré si, par écrit, on veut donner une précision pour appeler l'attention de la formation de jugement et la limitation de la possibilité d'assister au délibéré pour le rapporteur public. Mais en fait, il y a 2 aspects dans la fonction de rapporteur public. Le premier aspect, c'est un travail en fait très collégial avec les autres collègues pour contribuer à construire la bonne solution sur un litige. C'est la garantie d'un 3e regard. Au Conseil d'État, comme ça, il y a le rapporteur, il y a un autre membre de la formation de jugement qui joue le rôle de réviseur, qui est comme un contre-rapporteur qui va lui aussi étudier le dossier, et le rapporteur public va le prendre après. Et le rapporteur public assiste à la séance d'instruction. Il a le projet d'arrêt, de décision juridictionnelle, donc il a vraiment connaissance du travail fait par ses collègues et il peut indiquer s'il va se positionner différemment parce qu'il voit quelque chose un peu différent dans le dossier. Voilà, il peut y avoir quelquefois éclairer finalement les positionnements. Avoir aussi une recherche complémentaire en termes de jurisprudence. Et en fait, c'est très satisfaisant parce que c'est une co-construction véritablement sur les affaires difficiles. Et puis la 2e étape, et ce qu'on voit le plus, la partie émergée de l'iceberg, c'est le fait qu'il explique cette solution publiquement. Et en fait, ça permet aux avocats et aux parties de connaître le raisonnement que la formation de jugement envisage. Parce qu'en fait, le plus souvent, c'est pas la formation de jugement qui suit le rapporteur public, c'est plutôt le rapporteur public qui bénéficie du travail qui a déjà été fait en amont, mais il peut être en désaccord aussi. Donc là, son rôle, c'est de dire si vous ne nous suiviez pas, et puis comme ça, il donne une petite indication aux avocats qui savent qu'il y a un point sensible et qu'ils peuvent réagir sur ce point-là. Et ça a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme en 2013 dans l'affaire Marc-Antoine, qui a reconnu que les conclusions intègrent l'analyse du conseiller rapporteur et que du coup elles permettent aux parties de percevoir des éléments décisifs du dossier et de réagir. Elles participent donc à une bonne justice. Oui. Et simplement, pourquoi les conclusions ne sont pas systématiquement publiées en accompagnant la décision ? Parce que traditionnellement, on considère que c'est le travail intellectuel du rapporteur public qui lui appartient et que son obligation, c'est de les prononcer à l'oral. Et sur des affaires simples, il m'arrivait à la fin, quand j'avais de l'expérience, de ne plus rédiger mes conclusions. En fait, de mettre des annotations, d'avoir des, comment dire, un peu comme un support pour un exposé oral quand on est étudiant et qu'on ne rédige pas pour que ce soit plus vivant. Et donc, voilà, c'était pas très publiable. Mais elles sont rédigées dans des affaires importantes. Alors, on peut les trouver, hein. Oui, elles sont quand même c'est vrai que accessibles. Plus les affaires sont importantes, plus il y a un travail en amont qui prend du temps et plus elles sont rédigées, tout à fait. Et avec le plaisir éventuellement qu'elles soient publiées, voire publié au recueil Le Bon, ça c'est une forme de reconnaissance très appréciable. Et comment est-ce que vous êtes devenu commissaire du gouvernement à l'époque ? Alors, je suis rentrée au Conseil d'État comme
auditeur, auditrice. En 1994, après avoir fait l'ENA, je suis restée 4 ans rapporteur, d'abord à la section du contentieux, puis en même temps en section administrative pour avoir la double expérience. J'ai été 2 ans co-responsable du centre de documentation, sachant que les responsables du centre de documentation assistent à tous les délibérés pour pouvoir garder une trace des délibérés, faire des commentaires qui explicitent la ça portée. C'est passionnant. C'est passionnant. De pouvoir avoir une vision transversale en fait de ce qui se passe. Et c'est très formateur. Et du coup, après 2 ans dans ces fonctions-là, j'ai été nommée commissaire du gouvernement. D'accord. Voilà. Et par la suite, donc, j'imagine qu'il y a eu quelques étapes avant la présidence de la Cour d'appel administrative. Alors, pendant 4 ans, j'ai été secrétaire générale adjointe du Conseil d'État chargée de la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui m'a permis vraiment d'avoir beaucoup de contacts avec les juridictions du fond, aussi bien en termes de ressources humaines, de bâtiments, de budget. C'était passionnant. Ensuite, j'ai eu le très grand privilège d'être nommée directrice des affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice au moment de la révision constitutionnelle de 2008. Donc là aussi, passionnant. Très intense. Très intense, voilà. Et ensuite, je suis revenue au Conseil d'État. J'ai été pendant un moment assesseure au contentieux et un petit peu en section administrative. Et je suis devenue présidente de chambre en 2013 jusqu'en 2020. Et en 2021, j'ai été nommée à la Cour administrative d'appel de Paris pour présider cette belle juridiction. Un parcours très inspirant. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur d'autres épisodes, d'autres arrêts avec vous. Et d'ailleurs, peut-être pour finir, est-ce qu'un autre arrêt vous a marqué au cours de votre carrière ? Alors, un arrêt pour lequel je n'étais pas commissaire du gouvernement, mais à l'époque, j'étais présidente de chambre. Et on s'investit beaucoup aussi, même si on n'est plus du tout visible. Pour les étudiants, le nom n'apparaît plus, mais on s'investit sur les affaires. C'est l'affaire Société hôtelière Paris-Eiffel-Suffren qui a été jugée en décembre 2019, par laquelle on a reconnu la responsabilité de l'État du fait d'une loi contraire à la Constitution. Voilà, à la suite de la révision de 2008. Peut-être un prochain épisode. Merci beaucoup Pascale Fomber d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc actuellement présidente de la Cour administrative d'appel de Paris et à l'époque de la décision du Vinière, vous étiez commissaire du gouvernement. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast. En vous abonnant, vous serez même alerté des nouvelles sorties, ou vous pouvez retrouver le podcast sur les sites internet d'Amicus et des surligneurs.